Welcome to the Our World Heritage 2021 debate. 2021 debate is a year of events focused on protection, conservation, and management of World Heritage. We want to uncover untold stories to broaden our views on heritage practices and future perspectives. Knowledge gathered this year will be published in 2022 on the occasion of the 50th anniversary of the Convention. The Our World Heritage Initiative is created by individuals working on 100% voluntary capacity. We would like to point out that Our World Heritage provides an open dialogue platform that is based on voluntary work of session organizers and speakers. Our World Heritage welcomes diverse viewpoints in the spirit of collegial debate where mutual respect is afforded to all. Please note that the expressed views do not necessarily reflect the official position of Our World Heritage. We thank today's speakers for telling their stories, and we thank you, the listeners, for your kind interest and questions. If you want to remain up to date on our activities, you can follow our social media. We maintain channels in multiple languages to break through the language barriers and connect to local communities. You will find all links on our website, ourworldheritage.org. Thank you for being with us today, and we wish you a very fruitful event. Bien, bonjour. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire après le film introductif. À titre de rappel, Our World Heritage est une initiative prise par un certain nombre de personnes à travers le monde. L'objectif, c'est d'associer le plus grand nombre de personnes à la réflexion sur la protection et la conservation des sites du patrimoine mondial et des sites patrimoniaux en général. En enrichissant le débat, des propositions peuvent émerger et enrichir le 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial qui sera célébré l'année prochaine, en 2022. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de cette initiative. Il a pour objectif de réfléchir aux valeurs immatérielles associées aux sites du patrimoine en général et aux sites du patrimoine mondial en particulier. D'ordinaire, les sites patrimoniaux sont identifiés sur la base d'attributs matériels. Une architecture, une décoration, une forme, une diversité naturelle, une formation géologique, tout cela sont des attributs matériels. Parfois, certaines valeurs immatérielles sont identifiées et dans ce cas, le critère 6, qui est le critère d'association pour inscrire les sites sur la liste du patrimoine mondial, s'applique également. Un tiers peut-être des sites qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial ont utilisé ce critère d'association. Mais de manière générale, les valeurs immatérielles sont peu identifiées et peu mobilisées lors des processus d'inscription des sites sur la liste du patrimoine mondial. C'est pour cette raison que nous avons pensé que ce webinaire serait l'occasion de réfléchir sur ces valeurs immatérielles. Et je tiens à vous donner un exemple que j'invoque parfois lors de mes cours à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Nous avons un site qui s'appelle Volubilis au Maroc, et un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1997. Lorsqu'on regarde le dossier qui a été
élaboré pour son inscription, on se rend compte que l'essentiel des valeurs repose sur le site de l'époque romaine. Peu de valeurs sont identifiées pour le site mauritanien qui précède l'occupation romaine et l'extension de la ville, ni la période post-romaine avec l'arrivée des musulmans, et encore moins les histoires, les mythes, les légendes que les gens ont tissées à propos du site que les habitants du village voisin de Moulay Idriss appellent Qsar Faraoun. Et Qsar Faraoun renvoie à Pharaon. Donc il y a un certain nombre de légendes qui circulent. Il y a une connaissance, il y a des éléments immatériels qui sont construits par les gens pour l'interprétation des sites. Et ces valeurs-là, en particulier, sont souvent peu mobilisées pour interpréter et faire connaître les sites du patrimoine en général. Je voudrais, avant de donner la parole aux intervenants, remercier tous les collègues et les amis qui ont participé à la préparation de ce webinaire. Nous avons travaillé pendant des mois et des semaines pour préparer le programme de ce webinaire ainsi que toutes les activités inscrites dans le cadre de thème 9 de l'initiative Our World Heritage. Je voudrais remercier les collègues sud-coréens, Ji-Hon Kim, Jae-Hon Choi et toute leur équipe qui ont fait un travail formidable pour rendre possible l'organisation de ce webinaire et de toutes les autres activités qui se déroulent tout au long de ce mois de septembre. Je voudrais également remercier le directeur de notre institut, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, qui a tout de suite donné son accord pour que l'INSAP soit partie prenante dans cette activité. Je remercie également Lubna pour son assistance lors de la préparation du programme de ce webinaire. Et avant tout, je voudrais remercier les intervenants, Laurier, Mustapha, Alice, Naïma, et je voudrais m'excuser auprès de l'audience pour l'absence de Aziz Guissé, directeur du patrimoine du Sénégal, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous en raison d'un souci de santé survenu juste hier soir. Et donc, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Donc, sans trop tarder, je donne la parole aux intervenants dans l'ordre du programme que vous pouvez voir sur le site de Our World Heritage Initiative. D'abord Alice Biada, ensuite Laurier Turgeon, en troisième lieu Mustapha Khanoussi et enfin Naïma Lehbib Tajmouati. Donc je donne la parole à Alice Biada. Vous avez la parole, s'il vous plaît. En attendant qu'Alice partage son écran, chaque intervenant a un quart d'heure. Je vous prie d'essayer de vous tenir à ce délai afin que nous puissions disposer d'un peu de temps pour les questions-réponses avec l'audience à la fin des interventions. Donc, vous avez la parole, Alice. Alors, bonjour, tout le monde voit mon écran? Oui, tout à fait. Allez-y. Et aux collègues africains, les collègues camerounais particuliers. Alors, je remercie toute l'organisation de m'avoir associée à cet événement. Alors, ma présentation va porter sur le paysage culturel du lac Tchad, qui est un site transfrontalier entre le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. C'est un projet qui a débuté il y a 2 ans et demi, de 2018 à 2020. Nous avons travaillé sur le dossier de proposition d'inscription qui a été soumis au centre en janvier 2020. Mais malheureusement, ce dossier, la procédure a été un peu interrompue parce que
la partie tchadienne souhaite revoir les limites, entre guillemets, par rapport à une potentielle zone d'exploitation pétrolière. Alors, mais comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité. Le lac Tchad est vraiment attire beaucoup d'attention en ce moment et un travail a été fait à cet effet. Alors, je vais vous présenter un peu le lac Tchad. En fait, le titre de ma présentation s'intitule de site naturel à un paysage culturel, patrimonialisation du paysage culturel du lac Tchad. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé cette présentation ainsi. Mais tout d'abord, je vais d'abord présenter le lac Tchad. Comme je l'ai dit, c'est un paysage qui est partagé entre 4 pays. Il est la quatrième plus étendue d'eau du continent africain et le plus grand lac endorheique d'eau douce de la planète. Il constitue un paysage culturellement riche en ressources naturelles aussi. Et la surface du bien qui a été proposée est de 24 808 hectares et sans zone tampon. Et ce paysage culturel fait vivre plus de 45 millions de population et il est couvert particulièrement de 942 îles habitées par au moins 13 communautés. Ce patrimoine commun appartient à des communautés qui ne peuvent pas vivre sans le lac et vice-versa. Ici, on va faire référence au critère 6. Mais le lac Tchad, depuis ces 4 dernières décennies, subit d'énormes pressions. La Pardon, superficie du lac... Alice, de vous interrompre. Si vous pouvez être plein écran pour votre présentation afin que Ah, aussi d'accord, que l'on trouve d'accord. l'écran. Désolée. Merci. Ça va? C'est parfait. Continuez. Alors, je disais que ces 4 dernières décennies, la superficie du lac a varié et l'on constate des déséquilibres importants sur la biodiversité caractérisés par la crise sécurité, humanité écologique, impactant ainsi la vie sur le lac. Et quant au contexte, l'inscription du lac Tchad depuis 2006 au Cameroun, site naturel. Et depuis 2006, le travail amorcé au niveau national a été dans le sens d'inscrire le lac Tchad comme un site naturel. Alors, en 2017, avant le lancement du projet, il y a eu d'abord en 2011 une volonté politique des chefs d'État de la Commission du bassin du lac Tchad qui ont demandé à l'UNESCO de protéger le lac Tchad en tant que site naturel. Donc, les aspects culturels n'étaient pas du tout pris en compte. Et c'est donc en 2018 que le travail a effectivement commencé et on s'est rendu compte que le lac Tchad constitue un modèle fascinant à travers ses richesses culturelles et l'intelligence que les populations ont su développer pour vivre harmonieusement dans des contextes fortement contraints. Et le lac Tchad a quelques atouts, j'en ai relevé 4. Le territoire s'est construit à l'abri des regards extérieurs. Nous ne trouvons pas du tout de développement autour du lac Tchad, forte, parce que cet endroit aride au confluent des déserts et il est vraiment, 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 les populations vivent avec beaucoup de résilience et le bassin est, est riche en biodiversité et c'est un exemple de gestion traditionnelle du territoire depuis des millénaires. Donc, il y a 4 critères qui ont été retenus pour ce paysage, 2 critères naturels et 2 critères culturels. Quant aux critères culturels, au début, nous sommes partis sur la base de 3 critères, bien évidemment, le critère 6 en ce qui concerne le paysage culturel, mais au finish, on a voulu équilibrer, on a switché le critère 6, mais cela n'empêche pas que le lac Tchad, l'argumentaire du lac Tchad, c'est basé sur l'immatérialité de toutes ces valeurs, culturellement parlant.
Je parlais tout à l'heure de trois défis. Il y a trois principaux défis. C'est la crise humanitaire, écologique et sécuritaire. Mais il y a une particularité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la proposition de cette inscription a pris en compte des systèmes de gestion traditionnels et de résolution des conflits qui existent depuis des millénaires, c'est-à-dire des rites de purification autour et dans l'eau, des danses rituelles, des croyances aux esprits, des sacrifices, des festivals, mais qui ont momentanément été suspendus pour certaines régions à cause de l'insécurité. Parce que depuis 2014, nous observons le phénomène de Boko Haram. Mais on reconnaît dans cette proposition d'inscription et met en avant la culture qui est le socle de toute politique de développement et d'intégration dans tous les sens du terme. Jusqu'ici, ce volet a été ignoré et n'a pas été suffisamment pris en compte pour résoudre les problèmes de conflit qui permettront de ramener la paix dans cette zone. Alors, s'agissant de la particularité des paysages, parce que je suis allée au-delà du lac Tchad, j'ai un peu pris la particularité des paysages culturels au niveau de toute l'Afrique. On se rend compte que l'Afrique offre une image remarquable d'une multitude de paysages culturels gérés avec sagesse, avec l'appui des connaissances endogènes ou de systèmes traditionnels de gestion, mais qui ne sont toujours pas identifiés ou codifiés, entre guillemets. Aujourd'hui, au regard de la Convention du patrimoine mondial, des orientations et en parcourant la liste du patrimoine mondial qui compte 119 paysages culturels, dont 15 africains, on constate que la justification des critères d'inscription de 9 biens inscrits entre 1999 et 2017 repose principalement sur l'immatérialité ou les valeurs immatérielles qui viennent renforcer les attributs tangibles de ces sites à travers l'existence des événements ou des traditions vivantes, des idées ou des croyances d'une importance universelle exceptionnelle selon le critère 6 et la survie des systèmes traditionnels de gestion du territoire qui constitue à ce titre une source de connaissances et d'enseignements précieux sur la gestion durable des ressources. J'ai trouvé ça dans une revue, ça a été dit par Irina Bokova en 2012. C'est ainsi que le paysage culturel de Soukour, parmi dont les neuf paysages culturels cités, la forêt sacrée d'Usun Osobo du Nigeria, le Kutamagu du Togo au Bénin, les monts Matomba du Zimbabwe, les paysages culturels Bassari Peul et Bédik du Sénégal, le paysage culturel des Konami en Afrique du Sud, les forêts sacrées de Kaya, des Minjikenda au Kenya, la colline royale d'Abuhimanga au Madagascar, le paysage culturel du monde à l'île Maurice, ou le paysage culturel du lac Tchad, par exemple. Nous constatons que dans le dossier, j'ai un peu feuilleté les dossiers d'inscription et on s'est rendu compte que les professionnels sont rassemblés du côté de la conservation du patrimoine culturel que de la préservation de la nature et que ces professeurs s'efforcent à renforcer les systèmes traditionnels de gestion. Vu donc de l'intérieur, les communautés vivant et ou dans autour de ces paysages culturels ne demandent qu'à être appuyés pour mettre en œuvre leur savoir et savoir-faire. Alors, trouver des solutions durables pour valoriser le patrimoine en général. Nous, dans les sociétés africaines, l'on ne peut dissocier le patrimoine tangible des valeurs immatérielles, car celles-ci viennent renforcer le sens et les valeurs des sites dans la justification de leurs critères. Je vais prendre un exemple ici en Afrique de l'Ouest. La plupart des forêts sacrées qui sont inscrites, s'il faut parler d'inscription, la justification de leurs critères repose uniquement sur l'immatérialité. Donc, l'immatérialité est le contenu des sites. S'il faut prendre une anaphore, hein, les sites sont le contenant. Donc, un contenant, pour moi, sans contenu, ne jouerait pas pleinement le rôle pour lequel il existe. Pour ce faire, les États parties doivent jouer leur rôle
En Afrique, je vais parler de l'Afrique centrale, par exemple, il y a ce sérieux problème des inventaires. La volonté politique ne suit pas. Et quand la volonté politique ne suit pas, c'est souvent compliqué de travailler. Mais certains pays ont quand même commencé à identifier, inventorier, et certains cherchent à codifier afin de valoriser, mettre en place des mécanismes de valorisation et de transmission pour pérenniser le patrimoine en général. Alors, dans le cadre de la candidature du paysage culturel du lac Tchad sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les questions de conservation de pratiques culturelles séculaires et les velléités de développement industriel et économique se sont retrouvées confrontées. L'inscription a permis de révéler la dimension culturelle exceptionnelle de ce lac qu'on n'avait pas auparavant, qu'on ne savait même pas, peu documenté par le passé. Elle a d'autre part permis de réfléchir aux impacts qu'aurait une exploitation de ressources pétrolières à la fois sur cette culture et l'écosystème fragile qui l'accueille. Dans ce sens, la démarche d'inscription s'est révélée utile pour alerter du danger que l'ouverture du lac à l'exploitation pétrolière, par exemple, représenterait. Cette inscription a été portée par des professionnels du patrimoine des 4 pays qui se partagent le lac. Et j'en ai terminé. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Alice, pour votre présentation et aussi d'avoir respecté le temps qui vous a été imparti. Donc, je donne la parole sans tarder à Laurier pour faire sa présentation. Vous avez la parole, Laurier. OK, voilà. Alors, voilà, alors je voulais remercier à mon tour les organisateurs de cette activité, de cette rencontre, de ce webinaire, comme on dit maintenant, notamment Ahmed Skounti qui m'avait sollicité. Ça fait très plaisir de te revoir, Ahmed, et puis d'aborder cette thématique avec d'autres collègues. Je remercie aussi les collègues coréens qui ont été, si je comprends bien, les chevilles ouvrières de l'organisation de cette rencontre. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de cette question. OK. Alors, je poursuis. Donc, je voulais aborder cette thématique bon, comment faire pour identifier, accroître, investir, comme je l'ai dit ici, le patrimoine immatériel sur les sites du patrimoine mondial et plus généralement sur les sites du patrimoine. Alors, j'ai choisi comme exemple la ville de Québec, qui est la ville que j'habite et qui est aussi une ville du patrimoine mondial qui est classée sur la liste. Alors, donc, mon hypothèse de départ, si vous voulez, c'est que cet investissement immatériel du lieu peut contribuer à accroître considérablement la valeur patrimoniale de celui-ci, soit un bâtiment, un site ou encore un paysage culturel, mais aussi de son patrimoine immatériel et du patrimoine en général. Alors, bon, j'aimerais juste rappeler que selon la Convention du patrimoine culturel immatériel de 2003, que les domaines du patrimoine immatériel sont les traditions orales, les arts du spectacle, fêtes et rituels, connaissances de la nature et de l'univers et les savoir-faire artisanaux. Alors, la question est de savoir comment faire. Comment faire? Je pense que c'est la question que nous nous posons tous. Alors, j'ai mené une petite enquête ethnologique sur la ville de Québec. C'était une enquête qu'on avait menée en 2018 et que j'ai un petit peu revue et approfondie pour la rencontre d'aujourd'hui. Alors, je rappelle que la ville de Québec est classée sur la liste du patrimoine mondial depuis 1985 et elle a été classée en fonction des critères 4 et 6. Donc, critère 4, en raison, parce que ça représente un ensemble urbain cohérent et bien préservé.
et un exemple exceptionnel d'une ville coloniale fortifiée, de loin la plus complète au nord du Mexique. Toutes les autres villes nord-américaines au nord du Mexique qui étaient fortifiées ont démoli leurs fortifications, alors qu'à Québec, nous les avons conservées. Et puis, il y a le critère 6, qui a été invoqué, mais qui ne peut pas être invoqué seul, comme vous le savez tous, parce que Québec est un peu le berceau de la francophonie, de la colonisation européenne, notamment francophone en Amérique du Nord, puisque c'est la première ville coloniale francophone fondée en Amérique du Nord. Donc, si vous voulez, le critère 4 ici, la fortification, et ensuite le critère 6, le peuplement francophone, le noyau du peuplement francophone de l'Amérique du Nord. Alors, bon, c'est une ville qui a été la première ville fondée au Canada et dans laquelle les maires et puis les gestionnaires, les urbanistes, depuis même le 19e siècle, ont fait beaucoup d'efforts pour conserver ce caractère historique francophone, y compris sous le régime britannique, je tiens à le préciser, parce que les Britanniques ont été peut-être même les premiers à s'intéresser à la conservation de ce passé francophone français de la ville, et c'est une pratique qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Canada, du moins, la ville de Québec est considérée comme la ville historique par excellence, celle qui a le plus grand nombre de bâtiments historiques qui sont conservés, et puis une ville qui a bien aménagé son quartier historique également. Et puis, c'est aussi une ville qui a un grand espace vert ici, qui est au plein centre de la ville, de la vieille ville et même de la ville plus moderne, qu'on appelle les plaines d'Abraham. Les gens, la désignation commune, disons, pour les gens de Québec, c'est les plaines d'Abraham, parce que il y avait le premier propriétaire de ce site s'appelait Abraham. Et donc, mieux connu officiellement sous les noms des champs de bataille, et c'est un parc national fédéral qui est géré par le gouvernement fédéral canadien, puisque c'est là qu'a eu lieu la grande bataille entre les Français et les Anglais pour la tutelle du continent nord-américain, et où les Anglais, comme vous le savez, sont sortis victorieux et où les Français ont perdu. Alors, donc, il faut dire que le classement UNESCO du site n'est pas beaucoup mis en avant par la ville, tellement qu'on a organisé un colloque il y a quelques années dans le but de sensibiliser la ville à mieux exploiter cette désignation parce qu'elle ne le met pas beaucoup à l'avant. Et c'est sans doute parce que, je veux dire, il n'y a pas vraiment une nécessité, étant donné que la ville a déjà une sorte d'identité patrimoniale bien connue, bien ancrée, et donc la désignation UNESCO n'est pas un élément qui contribue, disons, à la promotion de la ville. Alors, c'est une ville d'à peu près un demi-million d'habitants, 500 000 habitants, et qui accueille, je dis avant Covid, jusqu'en 2019, à peu près 5 millions de touristes. Et 70% de ces touristes sont des Québécois. Donc, il y a un tourisme américain et, disons, canadien anglophone qui représente à peu près 20%, et le 10% restant, c'est surtout des Européens, avec quelques Mexicains, etc. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une ville qui, même avant la COVID, était largement visitée par des Québécois. Donc, et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le tourisme est devenu, depuis, je dirais, 20 ou 30 ans, le principal moteur économique de la ville. Les deux autres activités à Québec, c'est les fonctionnaires, enfin, c'est une ville
de fonctionnaires puisque le Parlement provincial est à Québec. Et puis, c'est une ville étudiante aussi puisque, bon, une des 3 grandes universités québécoises est à Québec et il y a beaucoup d'écoles professionnelles, etc. Alors, bon, c'est une ville qui est connue pour ses fêtes et ses festivals. Hein, je dirais plus que pour sa désignation site du patrimoine mondial. Alors, la ville accueille 3 grands festivals. Le carnaval d'hiver qui existe depuis le 19e siècle, donc qui est très ancien. Le festival d'été qui est plus récent, qui date des années 1960, mais qui dure quand même 2 semaines l'été. Et puis, il y a la grande fête nationale des Québécois, qui est la fête de la Saint-Jean, le 24 juin, qui se fait sur les plaines d'Abraham. Mais donc, ce que nous avons constaté lorsqu'on a fait notre enquête en 2018, c'est qu'on a constaté que le nombre de fêtes et de festivals se sont multipliés de manière importante au cours des 30 dernières années, au point où la ville compte aujourd'hui 193, ou en fait, disons, avant COVID, avant 2020, 193 fêtes et festivals annuellement. Hein. Donc là, vous avez la manifestation la plus importante, la fête de la Saint-Jean, qui réunit sur les plaines d'Abraham à peu près, je dirais, 50 à 150 000 personnes chaque année. Alors, je voulais aussi signaler que les plaines d'Abraham sont le lieu de la fête. Alors, c'est pas, je pense qu'il y a des raisons, disons, d'ordre symbolique et culturel, parce que à travers cette fête nationale sur les plaines, qui est le champ de bataille, le lieu où les Français ont perdu cette grande bataille, c'est comme une sorte de façon pour les Québécois de se réapproprier ce site, hein, pour dire, ben, en quelque sorte, même si c'est jamais dit officiellement, bien sûr, c'est moi qui interprète en tant qu'ethnologue et anthropologue, que c'est une façon de dire, ben, on a perdu la bataille, mais on est encore là, et puis on s'approprie le site pour faire cette grande fête nationale. Ce qui est très bien toléré d'ailleurs pour le gouvernement fédéral et les anglophones. Alors, lorsqu'on a fait notre enquête aussi, on s'est rendu compte que bon, seulement à peu près 28% des visiteurs savent que c'est une ville patrimoniale, du patrimoine mondial. Hein? Donc, il y a très peu, à peine le quart des gens savent que Québec est ville du patrimoine mondial. Donc, bon, c'est un petit peu affiché. Il y a un monument près du château Frontenac qui indique que c'est une ville du patrimoine mondial, mais ce n'est pas quelque chose qui, voyez, circule largement ou qui est affiché de manière importante. Enfin, bref, les visiteurs sont, pour la plupart, ignorent ce fait. Mais ce qu'on a vraiment trouvé intéressant dans cette enquête, là, je ne vous donne pas tous les résultats parce que ça serait trop long, mais c'est que 79% des visiteurs disaient qu'ils venaient à Québec pour le patrimoine immatériel. Bon, ils ne l'avaient pas identifié comme ça. Ils disaient, on vient pour les fêtes et les festivals, pour le théâtre de rue, pour les restaurants, la cuisine, la musique dans les bars, le chant, l'artisanat, vous voyez. Mais c'était le but principal. Lorsqu'on leur posait des questions sur l'architecture, parce que bon, généralement, les gens disaient, ben oui, c'est un cadre architectural intéressant, il y a une certaine uniformité, il y a beaucoup de bâtiments anciens, on aime ça. Mais la plupart des visiteurs qui sont, comme je vous l'ai dit, québécois, ont déjà visité la ville de nombreuses fois et ils ont eu l'occasion de visiter ces sites, ils les connaissent assez bien, mais ceux qui les attirent, donc c'est pas les sites qui restent, enfin qui sont immobiles en quelque sorte, hein, parce qu'on conserve leur intégrité, c'est vraiment le patrimoine vivant qui les attire parce que, nous disait-il, ça change, c'est un patrimoine qui change, les fêtes et les festivals, les thématiques changent chaque année
Et puis aussi, il y avait l'aspect participatif, hein? C'est-à-dire qu'on peut participer. Le théâtre de rue, bon, c'est participatif. On peut aller dans les restaurants, manger, goûter à la cuisine québécoise, fêter avec les gens, vous voyez. Alors, il y avait ce côté participatif qui était très attractif pour ces visiteurs. Alors, bon, il y a un risque. Donc, c'est une ville, si vous voulez, qui a progressivement, qui a fait sa réputation à partir de son patrimoine bâti, mais qui a progressivement développé, disons, son attractivité patrimoniale depuis une trentaine d'années, je dirais, beaucoup aussi à partir de son patrimoine immatériel, hein. Donc, et puis même quand on a fait l'enquête, je dois dire, les gens de la ville n'étaient pas très conscients de ça. C'était quelque chose qui s'était fait petit à petit, je dirais, entre guillemets, naturellement. Et les gestionnaires de la ville ont été un peu surpris de voir qu'il y avait, que c'était vraiment le patrimoine immatériel finalement qui attirait les gens à Québec beaucoup plus que le patrimoine bâti, hein. Alors, vous voyez, ça a été assez révélateur aussi. Je pense que c'est peut-être le cas d'autres sites, hein, où progressivement le patrimoine immatériel s'instaure. On se rend compte que c'est ceux qui animent les gens, qui les attirent et qui développent un sentiment d'appartenance avec le lieu. Et que finalement, c'est souvent l'élément qui va dominer, hein, dans l'expérience de visite. Alors, donc, mais bon, ceci n'est pas sans. Il y a des enjeux, évidemment, et un des risques, c'est la touristification ou la folklorisation de ce patrimoine immatériel. Et ceci est réel. Par exemple, bon, le Québec a développé beaucoup le tourisme de croisière. Il y a maintenant une trentaine, enfin, avant Covid, une trentaine de bateaux, là, de gros bateaux qui venaient, qui transportent 5, 6, 7 000 personnes à la fois. Et bon, c'est des gens qui envahissent la ville, surtout à partir du mois de septembre. Et puis là, ben, on a assisté à une sorte de folklorisation de certaines pratiques, notamment le carnaval d'hiver, qui était vraiment un carnaval qui avait été fait par les résidents, avec les résidents, pour les résidents. C'est internationalisé, je dirais, à partir des années 1980. Et les gens se sont sentis dépossédés de ce carnaval et progressivement l'ont abandonné, ce qui fait qu'aujourd'hui, le carnaval d'hiver éprouve des difficultés. Même chose avec le festival d'été. Je dirais que l'internationalisation a conduit à ce sentiment de dépossession chez les résidents. Il y a que la fête de la Saint-Jean qui, elle, résiste, évidemment, parce que c'est la fête nationale et puis il y a essentiellement, hein, que les Québécois qui participent à cette fête. Alors, je voulais vous parler aussi de l'utilisation du numérique dans la mise en valeur du patrimoine immatériel. Il y a eu des efforts faits par la Ville de Québec pour développer le numérique et notamment une application mobile que je connais bien puisque c'est moi qui l'ai développé pour la Ville de Québec avec mon laboratoire dans les années 2012-2013. Une application qui s'appelle Découvrir Québec. Et le but, c'était justement de permettre, à travers cette application, d'intégrer des éléments du patrimoine immatériel dans la visite de la ville. Alors, c'est-à-dire en racontant des éléments du passé, évoquant la mémoire de certains bâtiments, mais permettant aussi de faire des visites 3D, par exemple, et de bâtiments qui n'étaient pas accessibles, comme l'évêché, certaines églises qui étaient fermées. Et on a pu, par l'utilisation de la vidéo et de courts clips filmiques de 4 à 5 minutes, faire des entrevues avec des gens qui pouvaient parler de la mémoire du lieu ou bien de certaines pratiques qui avaient lieu sur le site. Puis aussi de capter certains événements, des fêtes et des festivals qui souvent n'ont lieu que
pendant une journée de l'année. Alors, si vous avez le malheur de ne pas être là le jour de la fête ou le jour de la cérémonie ou du rituel, ben vous le ratez. Alors que si vous pouvez faire un enregistrement de cette fête condensée, en fait, une sorte de synthèse, le mettre dans une vidéo, et puis là, vous pouvez, à travers une application ou encore un site web, présenter cet élément du patrimoine immatériel qui, en fait, donne sens au lieu. Hein. Même si la fête n'a lieu ou le rituel n'a lieu qu'une fois par année, ben, c'est ça qui donne sens à ce site. Alors, voilà un peu les types de choses qu'on peut faire. Je voulais, en terminant, Ahmed, si j'ai encore une minute, juste en terminant, évoquer la COVID et de dire que la COVID a changé bien des choses. On a assisté à un effondrement du tourisme international, mais le tourisme local s'est maintenu, au moins en partie. On a eu une baisse d'à peu près 50% des visiteurs, mais en même temps, disons que ça a été un peu dramatique pour les restaurateurs et les hôteliers, mais en même temps, ça a permis de renforcer le sentiment d'appartenance de la population locale des résidents et de valoriser ce patrimoine de proximité, ce patrimoine à soi, puisque beaucoup disons, de musiciens, de danseurs, de gens qui portent le patrimoine immatériel ont pu se produire dans les rues et de façon plus intime, là, comme on le voit ici. Et donc, je pense que ça a permis de reconnecter la population locale avec sa ville et avec son patrimoine. Donc, la COVID a eu cet effet bénéfique, je dirais, au moins pour le moment. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop dépassé l'heure, mais voilà. Merci encore. Merci beaucoup, Laurier. Désolé, il y a eu un problème technique parce que la présentation PowerPoint s'est fixée sur la première diapositive. Alors, je croyais que c'était un problème momentané. Et quand tu étais déjà lancé dans l'explication, je n'ai pas voulu t'interrompre, mais on n'a pas vu les autres. En tout cas, moi, je n'ai pas vu les autres diapositives, peut-être aussi les autres. Mais en tout cas, on t'a écouté, on a apprécié écouter ton intervention. Merci beaucoup. Donc, toutes mes excuses pour les collègues pour ne pas avoir signalé à temps ce problème technique, mais en tout cas, on a eu l'essentiel en écoutant ton explication, on a eu l'essentiel de l'intervention. Bien, donc c'est le tour de Mustapha Khanoussi de Tunisie. Tu as la parole, Mustapha. Mustapha, il faut activer le micro. C'est bon? C'est bon ou non? C'est très bien. Allez-y. Merci Ahmed pour l'invitation. Merci Lobna et merci le collègue coréen pour l'organisation de cet événement. Et merci pour le choix du thème qui est d'une grande actualité et qui est d'un grand intérêt, les relations entre le patrimoine culturel tangible et le patrimoine culturel immatériel. Pour ma part, je vais parler du patrimoine culturel immobilier et je me demande, est-ce que ce n'est que de la pierre? Donc, que de pierre, que de pierre, que de pierre. Mais est-ce que de la pierre? Bien sûr que ce n'est pas que de la pierre, car l'essentiel est invisible aux yeux. Telle qu'elle a été agencée, cette masse de pierre, il y a environ 4 millénaires et demi,
Elle couvre 5 hectares. Elle est d'une hauteur d'environ 150 mètres, d'un volume de 2,5 millions de mètres cubes, d'un poids total d'environ 6 millions de tonnes. Et c'est une création architecturale, produit de techniques et de savoir-faire qui a été considérée l'une des 7 merveilles du monde antique. Une sorte de liste du patrimoine mondial bien avant la lettre. Aujourd'hui, elle est reconnue comme représentant un chef-d'œuvre du génie créateur humain. En effet, avec les autres composantes du bien Memphis et sa nécropole, elle est inscrite depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO. Cela l'a été en vertu de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel qui a été adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO au mois de novembre 1972. Cette reconnaissance a été justifiée aussi pour des valeurs immatérielles constituées par le fait que Memphis est associé aux croyances religieuses liées au dieu de la nécropole, Ptah, qui a été sanctifié par les rois, ainsi qu'aux idées, aux œuvres artistiques et aux technologies exceptionnelles de la capitale de l'une des civilisations les plus brillantes et les plus longues de la planète. Pour l'évaluation de la valeur universelle exceptionnelle des biens culturels, le Comité du patrimoine mondial considère qu'un bien doit répondre à au moins l'un des 6 critères, dont le critère 6 stipule que le bien proposé doit être indirectement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. Le comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d'autres critères. Au jour d'aujourd'hui, et à quelques mois du 50e anniversaire de l'adoption de la Conférence générale de l'UNESCO, de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, 1154 biens sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial culturel et naturel. Parmi ces biens, 897 sont culturels. En vérifiant les critères qui ont été retenus pour justifier leur inscription, on note que de ce nombre, seulement 248 ont été inscrits avec le critère 6. Voici une planisphère de biens naturels et culturels inscrits de par le monde. Et parmi les biens inscrits, on voit ici un monument, un amphithéâtre d'époque romaine appartenant au site de Carthage qui a été inscrit sur la liste en 1979. Ce site est en Tunisie, évidemment. Et les vestiges de ce monument ont été considérés comme l'un des monuments symboles de la ville, de la capitale phénicienne et romaine. Or, c'est un monument qui a une importance très grande auprès des fidèles chrétiens catholiques, parce qu'il a abrité le martyre de dizaines de fidèles chrétiens durant les années de persécution au cours des 2e, 3e et 4e siècles. Et cette importance immatérielle, cette valeur immatérielle n'a pas été prise en considération dans le dossier de proposition d'inscription. Et les critères retenus pour l'évaluation de la valeur universelle exceptionnelle d'un bien ont été jugés après une vingtaine d'années d'expérimentation et de tests un peu limitatifs, notamment dans l'évaluation de la satisfaction des conditions d'authenticité. Et cela, ça a été constaté surtout pour les biens culturels de la partie orientale, c'est-à-dire l'Asie. Et ce qui a amené
le Japon a organisé en 1994 une conférence internationale à Nara qui a été consacrée à l'examen de l'un des critères de proposition d'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial, à savoir l'authenticité. Parce que de nombreux monuments de cette partie du monde sont construits en bois et sont soumis à des réparations et à des restaurations fréquentes. Notre ami Jean-Louis Luxon, l'ancien secrétaire général de l'ICOMOS, a rappelé la genèse et les raisons de l'organisation de cette conférence internationale à Nara, en se référant à la légende grecque du bateau de Thésée et à l'expérience de pensée philosophique qui en porte le nom. Il a rappelé que les Athéniens attachaient beaucoup d'importance à la conservation du bateau de Thésée. Chaque fois qu'une pièce de bois de la coque était dégradée, il la remplaçait soigneusement. Vint le moment où toutes les pièces furent remplacées. Pouvait-on dès lors considérer qu'il s'agissait encore de la barque de Thésée? Restait-elle authentique? C'est à des questions semblables que la conférence de Nara cherchait à apporter réponse. Le document qui a été produit par cette conférence, appelé le document de Nara sur l'authenticité, est conçu dans l'esprit de la Charte de Venise de 1964, qui constitue la Bible pour tous les professionnels du patrimoine culturel immobilier de par le monde. Fondé sur cette charte, le document en constitue un prolongement conceptuel. Il prend acte de la place essentielle qu'occupe aujourd'hui dans presque toutes les sociétés le patrimoine culturel. Dépendant de la nature du monument ou du site et de son contexte culturel, le jugement sur l'authenticité est lié à une variété de sources d'informations. Ces dernières comprennent conception et forme, matériaux et substances, usage et fonction, tradition et technique, situation et emplacement, esprit et impression, état original et devenir historique. Donc là, on voit que dans le document produit par la conférence de Nara, on a élargi le champ des critères, des éléments permettant de définir l'authenticité pour les étendre à des valeurs immatérielles comme la conception, comme la tradition, comme les techniques, comme l'esprit, comme l'impression. Ça a ouvert le champ et la possibilité d'inscrire des monuments qui étaient jusque-là, qui avaient peu de chances de se figurer sur la liste du patrimoine mondial. Donc, on a ici un exemple de ces nombreux biens culturels inscrits au Japon, en Chine et dans d'autres pays d'Asie, l'architecture de bois, comme les sanctuaires et temples de Nikko. Et les critères qui ont été retenus, c'est le premier critère, c'est savoir le génie créateur produit ou chef-d'œuvre du génie créateur du génie humain, et le critère 6. Ce critère 6, il a été justifié comme suit. Les édifices des sanctuaires et des temples, avec leur milieu naturel, ont constitué pendant des siècles un lieu sacré et abrité des chefs-d'œuvre architecturaux et décoratifs. Le site a souffert de catastrophes naturelles, par exemple incendies, chutes d'arbres, tremblements de terre, au cours des siècles. Chaque fois, l'édifice endommagé
a été restauré fidèlement dans le respect rigoureux des plans et des techniques originelles, en utilisant les matériaux d'origine lorsque cela était possible et en prêtant attention et soin à la préservation du couleur, des matériaux et des motifs décoratifs. Des documents détaillés concernant ces opérations ont été conservés. Donc là, on voit que le monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial, on l'examine de près, n'est en fait qu'une copie fidèle, c'est vrai, mais ce n'est pas le monument, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la structure originale. Et c'est grâce aux techniques et aux traditions et au savoir-faire traditionnel qu'il a pu garder les plans, la forme et l'intégrité de toutes ces composantes. Donc, et sur les 248 biens inscrits avec le critère 6, seulement 12, donc 10 des 194 États parties de la Convention, ont été classés en ayant recours à ce seul critère pour justifier leur inscription. Ça veut dire que ces 12 biens n'ont été inscrits que sur la foi, entre guillemets, du critère 6, c'est-à-dire pour des considérations et pour des valeurs immatérielles. Sur cette photo, sur cette diapo, on voit quelques pierres banales qui forment ce qui reste d'un escalier, des marches d'un escalier. Leur seul intérêt en tant que patrimoine tangible est qu'elles composent les modestes vestiges d'un escalier qui a été aménagé il y a de cela 2 siècles sur une plage de la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Pourtant, ces pierres ont acquis depuis peu la même valeur culturelle que la pyramide de Khéops ou la Grande Muraille de Chine. Avec d'autres éléments, elles sont en effet inscrites depuis 2017 sur la liste du patrimoine mondial culturel et naturel sous le nom de site archéologique du quai de Valongo. Il s'agit de l'ancienne zone portuaire de Rio de Janeiro où fut construit l'ancien quai en pierre conçu pour le débarquement des esclaves africains atteignant le continent sud-américain à partir de 1811. Et ces vestiges ont été classés uniquement par référence au critère 6, parce qu'il s'agit d'un site de conscience qui illustre les associations fortes et matérielles avec l'un des terribles crimes de l'humanité, l'esclavage de centaines de milliers de personnes qui se traduisit par la plus importante migration forcée de l'histoire. En tant que lieu où les Africains ont posé le pied sur le sol américain et ainsi commencé leur nouvelle vie en tant que main-d'œuvre esclave, le site fait ressurgir une mémoire douloureuse à laquelle de nombreux Africains brésiliens peuvent s'identifier fortement. Sur cette diapo, on voit les ruines d'un bâtiment qui aurait périclité dans l'anonymat le plus total et qui ne présentait à première vue aucun intérêt. Mais son importance et sa valeur lui fut accordée à cause d'un événement exceptionnel qu'il a connu, à savoir la bombe atomique sur la ville d'Hiroshima au Japon. Donc, c'est le dôme, c'est le mémorial de la paix d'Hiroshima. Il a été inscrit en 1996 et le seul critère qui a été
utilisé par le comité du patrimoine mondial pour justifier son inscription est le critère 6. Il a été reconnu comme étant le mémoire de la paix d'Hiroshima, un symbole extrême et puissant de la paix mondiale qui règne depuis plus d'un demi-siècle après le déchaînement de la force la plus destructrice que l'homme ait jamais créée. Donc, on voit que déjà, l'homme a, pas toujours de manière systématique, mais assez fréquemment tenu compte des valeurs immatérielles que présentent ces biens tangibles. Ces valeurs immatérielles ont été prises en considération dans la Convention du patrimoine mondial par le critère 6 qui a été retenu, que ce critère 6 a été appliqué pour un certain nombre de biens inscrits, c'est-à-dire que les valeurs matérielles, sinon toutes, les valeurs immatérielles, sinon toutes du moins, une partie d'entre elles de ces biens ont été prises en considération, que pour 12 biens, seule la valeur immatérielle accordée ou exprimée par le bien a justifié leur inscription sur la liste indicative. Mais comme il a été rappelé très pertinemment par C. Ahmed au début de ce webinaire, en évoquant l'exemple de Volubulus où les valeurs immatérielles du site n'ont pas été prises en considération lors de la préparation du dossier de proposition d'inscription, c'est pratiquement le cas d'un grand nombre de sites, et j'évoque ici un cas tunisien. Il s'agit du site de Douga qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1997 pour les seuls critères ayant trait aux valeurs tangibles et matérielles présentées par les vestiges. Ici, sur cette diapo, vous avez les ruines d'un ensemble d'une batterie de citernes d'époque romaine, la fin du 2e, début du 3e siècle après Jésus-Christ. Ce sont des vestiges quelconques entourés d'oliviers. Et puis, une fois l'an, c'est toute la communauté qui habite les alentours qui se rassemble à cet endroit et qui organise une fête collective, on appelle ça Zarda, en l'honneur d'une sainte appelée Mokhola. C'est un nom qui n'a aucune signification en arabe. Et les gens, même ceux qui ont émigré vers les grandes villes pour la fête, ils se déplacent et ils participent à cette fête collective. Et bien sûr, toute fête en l'honneur d'un saint est gratifiée et marquée par le sacrifice de bêtes, soit des moutons, soit des taureaux, et le partage de la viande entre toutes les familles qui participent à la fête. Et vous voyez que le Sérouine, il y a cet angle qui est blanchi à la chaux, et on voit aussi ici des traces de henné, de cet produit que utilisent les femmes du Maghreb pour enduire leurs pieds et les mains. Et ce sont l'expression de vœux par les fidèles qui fréquentent le lieu. Donc, et ce culte qui est rendu à cette sainte appelée Mokhola, il se tient à l'endroit précis où un aqueduc qui amenait l'eau entrait dans les citernes. C'est le point de jonction entre l'aqueduc et les citernes. Et on n'a pas de tombeau, c'est juste le nom et le lieu supposé habité par la sainte Mokhola. Et voici l'aqueduc qui amenait
l'eau vers la ville de Doga et dans ces citernes d'une source située à une douzaine de kilomètres de la ville antique. Et grâce à une inscription latine qui a été découverte dans le site, on a su que cette eau, que l'eau qui arrivait, qui alimentait les citernes, était captée dans une source qui était appelée la source Mokola. Donc, c'est un culte qui a été institué par les habitants de la ville de Doga de l'époque romaine au moment de la construction de l'aqueduc et des citernes pour rendre grâce au génie de la source qui permettait leur approvisionnement en eau. Donc, on a pratiquement la date précise, la justification, l'explication de l'instauration de la naissance de ce culte païen. Or, ce culte païen, rendu au génie d'une source, a résisté, s'est adapté à 4 siècles de christianisme en Tunisie et à plus de 14 siècles d'islam. Et il continue d'être pratiqué jusqu'à aujourd'hui, bien que l'eau a cessé depuis des siècles d'arriver dans les citernes à cause de la ruine de l'aqueduc et de la ruine, vous l'avez vu, des citernes. Donc là, c'est un exemple de valeur immatérielle qui recevait par des vestiges et qui, malheureusement, par ignorance, par négligence, par méconnaissance, n'ont pas été prises en considération au moment de la préparation du dossier de proposition d'inscription de ce site. Donc, en conclusion, on ne peut que convenir que dans de nombreux cas, les valeurs immatérielles des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial ont été, à des degrés divers, prises en considération. Toutefois, dans la plupart des cas, comme par exemple le site de Doga, ces valeurs ont été occultées et passées sous silence. C'est pourquoi une meilleure prise en compte des valeurs immatérielles des biens inscrits ou candidats à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial est vivement recommandée, aussi bien lors de la préparation des dossiers de proposition d'inscription que dans la gestion des biens. Cette prise en compte des valeurs immatérielles des biens est une condition pour assurer leur transmission aux générations futures. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mustapha, pour cette belle présentation. Je n'ai pas voulu vous interrompre parce que vous avez un peu débordé, mais comme on avait gagné un peu de temps sur la première présentation d'Alice, mais c'est très passionnant. Je pense que l'audience est convaincue que le patrimoine n'est pas seulement des pierres, même le patrimoine le plus matériel dont vous avez parlé, qui est le patrimoine immobilier. Bien, alors maintenant, sans transition, nous pouvons écouter avec plaisir l'intervention de Lalla Naïma. Vous avez la parole. Votre micro est éteint, Naïma. Voilà. Mon micro, c'est bon? Très bien. Allez-y. On vous écoute. Merci, Sihmed, et merci à l'équipe marocaine, merci à Loubna Taheri, merci aux collègues coréens. Voilà, donc je vais vous parler à partir de la Médina de Fès, de ce lien entre patrimoine tangible et intangible. Alors, je vais
d'abord vous rappeler très rapidement quelques données essentielles par rapport à la Médina de Fès, qui, à la différence de ce que vient de nous dire le collègue Laurier à partir de Québec, pour la Médina de Fès, quand elle a été classée en 1981, c'était quelque chose de fabuleux. Et c'est quelque chose qui est extrêmement présent, un énorme travail de promotion qui a été fait, non seulement un travail de promotion à l'international, mais aussi le classement de la Médina sur le site, sur la liste du patrimoine mondial, a été vécu par la population comme un cadeau fabuleux, comme une espèce de gratification, parce que jusqu'à la fin des années, jusqu'à la fin du XXe siècle quasiment, la Médina était complètement en déshérence. Et au niveau local, il y avait très peu d'intérêt pour cet espace. Il y avait bien sûr déjà à l'époque une petite équipe regroupée dans une agence avec quelques architectes qui étaient absolument convaincus, passionnés de la valeur de ce site, mais au niveau national, il n'y avait aucun investissement et la ville a connu au cours du XXe siècle, à partir des années 60, je dirais pendant 40 ans à peu près, une traversée du désert. Une traversée du désert avec un accroissement incroyable de la pauvreté. Le taux de la pauvreté était très largement supérieur à la moyenne nationale. Dans certaines poches, notamment dans certaines parties de la Médina, la pauvreté était presque de 50%. Deuxième élément, une dégradation des bâtisses, avec des maisons qui tombaient en ruine et quelquefois qui généraient même des décès. Et puis, un pic de la densité et du peuplement. Et ce qui s'est passé par rapport à cette ville, je vais très vite, c'est que à partir des années 90, et en ce sens-là, cet espace est un petit peu pionnier. Il y avait, pas simplement à Fès, mais à travers le monde, un début de reconnaissance par les économistes du patrimoine et de la culture. Parce qu'il faut dire que jusqu'à cette période-là, pour les économistes, le patrimoine et la culture, c'est un domaine qui ne les intéressait pas. C'était le domaine, la chasse gardée des ethnologues, des anthropologues, des historiens, etc. Mais pour les économistes, la culture et le patrimoine, c'était juste un espace de consommation de la subvention. Et il n'y avait pas de retour sur investissement, et donc il n'y avait aucun intérêt à s'intéresser à ce secteur-là. Il se trouve que vers la fin des années 90, en Angleterre, avec le gouvernement de Tony Blair et avec la crise du modèle industriel, il y a eu un désir pour aller et essayer de trouver d'autres formes, d'autres modèles économiques, et il y a eu le montage de politiques économiques autour de ce qui a été appelé les industries culturelles et créatives. Et au même moment, quasiment, la Banque mondiale a voulu aussi se tourner et avoir diversifié son champ d'action et a choisi, je ne sais pas pourquoi, Fès parmi 2 ou 3 autres villes comme une ville pilote. Et à partir de 1995, la Banque mondiale, et ça lui a pris énormément de temps, ça lui a pris 5 ans, a essayé pendant ces 5 années à monter toute une série d'études et a essayé de convaincre
le gouvernement marocain qu'il pouvait y avoir des retours sur investissement, que c'était intéressant d'investir dans le patrimoine. Et j'ai été associée à cette série d'études qui a duré pendant 5 années, où on a essayé de monter un projet. Au départ, on avait annoncé que le budget allait être très, très élevé. Finalement, au cours des 5 années, le budget s'est beaucoup réduit. Mais à la fin, au début des années 2000, on a pu avoir un petit budget. L'État marocain a accepté de s'endetter et on a pu monter un premier projet pilote. Ça, c'est la première période de la Médina de Fès. Maintenant, on est dans une autre période. Je parle de avant le Covid. Je vais mettre de côté la crise sanitaire et le Covid. On est passé à une deuxième phase où il y a eu un regain d'intérêt de la part des investisseurs privés, de la part du tourisme et de la part de l'État pour investir dans la Médina. Et donc, de plus en plus, les promeneurs qui viennent et qui vont visiter cette ville se rencontrent qu'il commence à y avoir des transformations, qu'elle est en nettement meilleur état. On n'a plus quasiment plus de maisons qui tombent en ruine, il n'y a quasiment plus de décès, etc. Donc, on est passé d'une phase de marginalisation à une phase, du moins pour le privé et pour le public, d'un intérêt certain par rapport à cet espace et par rapport à ce site. Et la problématique actuellement de la Médina, c'est qu'on a cet intérêt, mais en parallèle, on a une désaffection de la part de la population. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à un dépeuplement de la ville. Or, mon hypothèse, c'est que cette ville, cet espace, ce n'est pas un quartier, c'est une cité. C'est une cité et c'est un écosystème. Et la problématique telle qu'elle se pose actuellement, c'est qu'on a enfin un intérêt économique pour cet espace, mais la population est en train de la quitter. Et donc, tous les objectifs qui ont été essayés, qui ont été mis en place jusqu'à présent pour essayer de gentrifier la Médina, d'essayer de ramener des couches solvables dans la Médina, n'a pas réussi jusqu'à présent. Et donc, par rapport à cela, mon hypothèse, c'est que dans la Médina, en fait, le cœur de la Médina, le squelette de la Médina, c'est les artisans. Et les artisans sont la mémoire vivante, tangible de la Médina. Alors, juste très rapidement, quelques chiffres par rapport à la Médina. Voilà, c'est bon. Les artisans représentent au niveau de la Médina de Fès 44% de la population. Et dans les autres médinas, il faut savoir qu'au Maroc, on a 32 médinas. Dans les autres médinas, les artisans représentent 34,5% de la population. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'artisanat représente pour les habitants de la Médina 75% des revenus. Donc, on voit qu'il y a un lien organique entre l'espace et l'artisanat, à tel point que certains rapports, en parlant de cet espace, la qualifient de manufacture à ciel ouvert et que c'est un espace ressource pour l'artisanat. Simplement,
quand on essaye de s'intéresser à l'artisanat, c'est ce que j'ai essayé de faire dans un article, dans 2 articles, un article qui va être publié dans la revue Esperis Tamouda prochainement et un autre dans un ouvrage collectif avec l'Université Euromed à Fès. Quand j'ai essayé de m'intéresser plus précisément à l'artisanat, je me suis rendu compte que finalement, on savait très peu de choses sur cette catégorie socio-professionnelle. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, au Maroc, on a, à l'échelle de Fès et à l'échelle du pays, ce qu'on a appelé la vision 2015 pour ce secteur-là. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un effort pour essayer de faire un diagnostic de l'état de l'artisanat et pour essayer de monter un programme de développement. Alors, en quoi consiste le diagnostic? Il consiste à regarder ce secteur et à dire, et c'est un diagnostic qui est un peu une espèce de, en demi-teinte, un peu, si vous voulez, comme ça me rappelait quand j'étais enfant et que j'avais des annotations de quelques professeurs, peut mieux faire, toujours peut mieux faire. Et l'artisanat peut mieux faire. Pourquoi il peut mieux faire? Parce qu'il y a cette reconnaissance qu'il y a un savoir-faire. Mais en même temps, immédiatement, on nous dit, eh bien, il y a des problèmes de commercialisation et il y a des problèmes de commercialisation parce qu'il y a des problèmes de production, parce qu'il y a des problèmes de qualité, parce qu'il y a des problèmes de financement, parce qu'on ne sait pas calculer, on ne sait pas, on ne connaît pas les notions d'amortissement, etc. Et donc, sur cette base-là, sur la base de cette analyse, on va monter une politique économique pour essayer d'améliorer l'état de l'artisanat et l'état de la production. Simplement, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que, en fait, cette méthode consiste à comparer. On va comparer l'artisan avec l'entrepreneur. Et dans cette comparaison, on va pointer tout ce qui manque à l'artisan. L'artisan ne sait pas calculer, il ne sait pas, il n'est pas formé, il ne sait pas vendre, etc. Et en fait, paradoxalement, dans cette démarche comparative, eh bien, en fait, on arrive au bout du compte, on sait très peu de choses quand on compare A avec B. A, c'est l'artisan, B, c'est l'entrepreneur. Eh bien, au bout du processus de la comparaison, on sait très peu de choses sur A. On sait très peu de choses sur ses propres références, ses propres valeurs, sur son propre rapport à cet écosystème. Et c'est là le problème essentiel sur lequel je voudrais attirer votre attention. Parce que, toujours par rapport à cette méthode d'analyse, c'est une méthode qui consiste, et c'est une méthode éprouvée, qu'on pratique partout, qui consiste qui repose sur 2 principes essentiellement. Le premier principe, c'est le principe de la disjonction. Et le deuxième principe, c'est le principe de la réduction. Alors, le premier principe de la disjonction, c'est qu'on va isoler l'artisan de son écosystème, de ses valeurs, de la médina dans lequel il est, et on va considérer qu'on peut analyser l'aspect économique indépendamment de son contexte social. Donc, premier aspect de la méthode. Deuxième aspect de la méthode, eh bien, on va réduire son problème à uniquement un prisme, encore une fois, de marketing et d'économie, et on va faire l'hypothèse que c'est neutre, qu'on peut parfaitement lui appliquer ces instruments sans le déformer et sans déformer la connaissance. Alors, mon hypothèse à moi, c'est que, en fait, ce type de démarche arrive complètement à quelque chose de tout à fait paradoxal, qui est qu'on ne sait pas du tout qui sont les artisans.
Et sur cette base-là, j'ai essayé de collecter un certain nombre d'indices qui me confortent dans ce fait qu'on sait très, très peu de choses et qu'on ne prend pas le temps vraiment d'observer, d'écouter, d'analyser la réalité. On est toujours en train de les comparer à un autre terme. Pour cela, je me suis basée sur les travaux de Bourdieu et notamment les travaux qu'il avait faits, pas dans le domaine artisanal, mais dans le domaine de l'agriculture. Et il développe l'idée suivante, notamment par rapport aux paysans kabyles et par rapport à ce proverbe kabyle où on lui disait, où on lui a dit, si nous, on calculait, eh bien jamais on ne serait plus paysan, on quitterait. Donc, de la même manière, on peut appliquer ça aux artisans. S'ils calculaient de la manière dont on les invite à calculer le coût économique et la rentabilité économique, eh bien, il n'y aurait plus d'artisans. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un espace où le référentiel, où le calcul de la valeur n'est pas du tout le même que le référentiel avec lequel on les analyse. Le deuxième référentiel extrêmement important et qui est toujours pointé comme un dysfonctionnement, c'est le rapport au temps des artisans. Je pense que ça serait extrêmement précieux si au moins, si on collectait l'ensemble des proverbes qui existent au Maroc par rapport aux artisans et leur rapport extrêmement flou au temps. Ce qui irrite, mais qui est un indicateur d'une relation au temps qui est différente à la relation linéaire au temps du temps capitaliste. Donc, pour moi, le partage que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est un appel pour essayer de sortir du paradigme dominant d'analyse du patrimoine immatériel et dans le cas d'espèce des artisans, pour essayer de ne plus être aveuglé par l'approche fonctionnelle, par l'approche utilitariste, et pour essayer de prendre le temps dans un espèce de compagnonnage avec les artisans pour essayer de vraiment les regarder pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils devraient être, pour se conformer au projet qu'on a par rapport à eux. Et je pense que ce projet-là nous permettrait de revenir en enrichissant notre connaissance du patrimoine immatériel, nous permettrait de revenir à la Médina comme un écosystème et de revenir à la Médina non pas dans une perspective simplement de patrimoine vu comme une mémoire du passé, mais de patrimoine comme quelque chose qui est tout le temps en devenir. Et là, je vais finir et conclure par une des idées qui me tient à cœur, une idée qui vraiment, pour moi, est fondamentale, qui a été développée par Claude Lévi-Strauss dans son livre « Race et Histoire », qu'il avait d'ailleurs publié dans les éditions de l'UNESCO en 1952, et où il développe une idée passionnante par rapport au patrimoine immatériel, où il dit que l'idée principale, je ne vais pas reprendre toute sa démonstration, on pourra y revenir si vous voulez au niveau du débat. L'idée principale par rapport au patrimoine immatériel, ce n'est pas la diversité, mais c'est le fait de la diversité. C'est-à-dire, c'est retourner à la source pour essayer de créer le contexte, l'environnement, l'écosystème pour développer la créativité et non pas l'objet créatif en lui-même.
Voilà, je ne sais pas du tout en termes de temps où j'en suis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nalima. Vous avez légèrement débordé, mais ce n'est pas grave, c'était agréable. J'ai débordé, je suis désolée. Le lien est très bien fait avec Fès en tant que site du patrimoine mondial. Là aussi, l'artisanat a été mentionné dans le dossier d'inscription, mais force est de constater que cette composante immatérielle n'a pas reçu toute l'attention qu'elle méritait dans la reconnaissance des valeurs qui ont été à la base de l'inscription de la Médina de Fès, parce que sans les artisans, y compris les artisans dans le domaine de la construction, de la restauration, de la réhabilitation des bâtiments anciens, sans ce savoir-faire-là, il est difficile de maintenir, de gérer, d'entretenir et de restaurer les tissus anciens. Bien, donc nous arrivons à la fin. Je remercie tous les intervenants pour la qualité de vos interventions respectives. Et je vois que nous avons un petit quart d'heure. On va dire, on va prendre quelques questions. Et je demanderai à l'audience, s'il vous plaît, de poser des questions précises en mentionnant le destinataire. Et je demanderai également aux intervenants de répondre très brièvement parce que malheureusement, nous ne pourrons pas prendre toutes les questions et nous n'aurons pas le temps de répondre de manière exhaustive. Bien. Lubna, si tu as des questions de ton côté. Hyunjai nous disait tout à l'heure qu'il y avait quelques questions dans l'audience. Je pense que les organisateurs veulent donner la parole à un participant qui veut poser sa question. Et il y a une seule question pour le moment orale et après on verra, il y a une autre question écrite. Très bien. Donc, si les organisateurs peuvent donner la parole aux participants. Merci. Hyunjai, you may give the floor to the person, I think Ahmed Al-Ayashi, who wanted to ask a question. Thank you. Yes, the Ahmed Ulayachi, one of the participants, can speak by themselves, by him or herself, for the question. Si les participants ne sont pas prêts, il y a une question qui est écrite que je pourrais vous lire de Moulay Abdallah Al-Alawi, si vous permettez. Si Ahmed, je pose la question. Allez-y, allez-y. D'accord. La question est, je me demande pourquoi les élus ne sont pas concernés ainsi que les autorités. Il faut les former et les sensibiliser ou bien faire appel en conseil aux spécialistes sérieux. Le participant n'adresse pas la question particulièrement à un intervenant, donc à vous de voir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'est une question tout à fait d'actualité. On vient de voir les élections, donc j'imagine que… Absolument. Oui. Je vois que Laurier a levé la main. Tu voulais dire quelque chose, Laurier? Non, ben, je ne sais pas, je voulais essayer de, peut-être pour lancer la discussion, revenir sur cette question. Pourquoi est-ce que les élus, pourquoi est-ce que les gestionnaire du patrimoine ne sont pas plus sensibles? Pourquoi est-ce que les gestionnaires, je dirais, du patrimoine matériel des sites du patrimoine mondial ne sont pas plus sensibles à l'élément immatériel? Je vois, au Canada, en tout cas, c'est un problème parce que il y a une sorte de résistance. Il n'y a pas très longtemps, juste avant la COVID, j'ai participé à
un groupe de réflexion pour classer un site et j'avais évoqué certains éléments du patrimoine immatériel très importants de ce site et puis les fonctionnaires m'ont répondu non, la Convention du patrimoine mondial classe des biens matériels pour leur matérialité, pas pour leur caractère immatériel. Alors, vous voyez, la discussion s'est arrêtée là. Alors, je pense qu'il y a un travail. Enfin, j'ai apprécié beaucoup les interventions. C'était vraiment très éclairant. Je remercie là, les intervenants. Mais je pense que, enfin, si on rencontre ce problème au Canada, dans d'autres pays du monde, ben, on a un problème. Puis, je pense qu'il faudrait commencer par sensibiliser les fonctionnaires, enfin les gens qui gèrent les sites et les décideurs à l'importance de je pense que, enfin, je sais pas, là, j'ai pas vraiment de réponse, mais je sens qu'il y a comme peut-être une certaine, je dis pas ça méchamment, ignorance du patrimoine immatériel parce que je vois au Canada, ce sont des gens qui ont pas l'habitude de connaissent pas trop et puis je sais pas, on dirait que ça leur fait peur le patrimoine immatériel. Là, je sais pas, j'essaie de comprendre. D'accord. Merci beaucoup, Laurier. Il y a une étude à faire, peut-être, sur ça. Mustapha, et ensuite Naïma, s'il vous plaît. Merci Ahmed pour réagir sur ce que vient de dire Laurier. Il a parfaitement raison. Les professionnels du patrimoine tangible sont un peu trop frileux, à mon avis. Et déjà, dans les orientations pour le critère 6, le comité recommande de l'utiliser de préférence avec un autre critère, donc couplé avec un autre critère. Et sur les 1154 biens, seuls 12 ont été inscrits en référence au critère 6, ce qui est trop peu. Et sur les autres, les 248 pour lesquels les valeurs immatérielles ont été prises en totalité ou en partie en considération, le nombre est encore trop faible par rapport aux presque 900 biens culturels déjà inscrits. Donc, je ne sais pas si notre webinaire, comme je l'ai dit suggéré dans ma conclusion, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une recommandation qui sera transmise et à qui de droit de entreprendre une relecture, réévaluation des biens culturels déjà inscrits pour lesquels les valeurs immatérielles importantes ont été occultées ou totalement ignorées. Donc, c'est une piste. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir et faire quelque part dans cette direction ou non. C'est à vous de voir, Ahmed, avec nos collègues coréens. Ça peut être une recommandation à l'occasion du 50e anniversaire de la Convention. Et merci encore. Merci beaucoup, Mustapha, pour cette proposition. Naïma. Oui, merci, Ahmed. Je voulais réagir par rapport à cette idée des élus. En fait, c'est beaucoup plus large et plus vaste que simplement l'implication des élus. Personnellement, je constate que la recherche et l'université est par exemple complètement absente par rapport à cette question de l'analyse de l'artisanat en tant que valeur immatérielle. Et vraiment, aujourd'hui, c'est un appel que je lance de sensibilisation parce qu'il y a, si vous voulez, comme une espèce de deux temps. Il y a le temps des policy makers et eux, ils ont besoin de lancer des études parce qu'il y a un souci de monter des projets, de monter des programmes, d'arriver à développer la dimension quantitative, si vous voulez. Et puis, comme je vous l'ai montré, enfin très très brièvement, je n'ai pas eu le temps de développer vraiment la démarche, on arrive finalement à quelque chose de tout à fait étrange, qui est que le cœur du
patrimoine immatériel qui est ce savoir-faire artisanal est complètement décontextualisé de sa dimension sociale, de sa dimension anthropologique. Et finalement, on sait très peu de choses sur ce domaine-là. Et pour moi, il y a un très, très, très gros travail de sensibilisation pour qu'il y ait à la fois de la part de l'UNESCO, à la fois de la part de l'université, de prendre ce temps long pour vraiment comprendre, valoriser, presque faire des fouilles archéologiques pour pouvoir réhabiliter ce savoir-faire. Il y a quelques années, j'avais fait une enquête presque exhaustive sur les artisans de la Médina de Fès, et on leur avait demandé de nous donner 3 mots pour qualifier de manière positive leur activité et 3 mots pour qualifier de manière négative leur activité. La grande majorité nous ont donné 3 mots qui qualifiaient de manière négative et pour le positif, 3 mots pour qualifier de manière négative. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? C'est qu'eux-mêmes sont tellement aveuglés par le fait qu'ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas produire, et puis la pauvreté, la faiblesse des ressources, qu'eux-mêmes ont perdu le sens de la valeur de ce qu'ils sont en train de porter. Mais il suffit de les écouter un peu pour se rendre compte qu'il y a là un gisement, qu'il y a là une richesse, qu'il y a là un capital. J'ai des souvenirs d'ateliers que j'ai faits avec les artisans. Il y a déjà une richesse du vocabulaire, et notamment pour nous, Marocains, nous avons l'arabe classique et l'arabe vernaculaire, la darija. L'arabe vernaculaire, la darija des artisans, n'a rien à voir avec l'arabe vernaculaire et la darija de tous les jours. Elle est d'une richesse et d'une complexité infiniment plus grande, et c'est vraiment pour moi un des indicateurs qu'il y a là un gisement, qu'il y a là quelque chose. Et une de mes hypothèses, je finirai là-dessus, c'est que par exemple à Fès, notamment pour les artisans d'un certain âge, cette richesse du vocabulaire, cette richesse pour classer, pour désigner, découle notamment de leur proximité avec les étudiants de la Qarawiyyin, de l'université, parce qu'il y avait des rites qui faisaient que l'artisan, très souvent, l'après-midi, quand il finissait son travail, il allait écouter des conférences. Et puis, l'étudiant de l'université qarawiyyin traditionnelle, quand il finissait, il passait et il avait des relations avec les artisans. Donc, il y avait une espèce d'entrelacement entre les différentes couches lettrées et les couches qui travaillaient manuellement, qui explique d'une certaine manière à la fois l'essor de l'artisanat dans cet espace et les traces qui sont encore là. Voilà. Bien, merci beaucoup, Naïma, pour ce commentaire tout à fait bienvenu sur la relation, oui, la méconnaissance parfois aussi des élus, on va dire, de toutes ces complexités entre savoir-faire et patrimoine, valeur immatérielle du patrimoine tangible. Bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est Ahmed. Oui, c'est Ahmed, il y a la question de Ahmed Oul-Ayachi qu'il souhaite poser, si on peut lui donner la parole, si tu permets. Oui, bien sûr. Monsieur Oul-Ayachi, vous avez la parole. Si vous pouvez activer le micro. Sinon, il a écrit sa question, si vous préférez que je la lise. Alors, je me demande… Non, c'est pas ça, excusez-moi. Bon, je pense qu'il l'a effacé. D'accord. Monsieur Oul-Ayachi, vous souhaitez prendre la parole?
J'ai trouvé la question. Alors, la convention de l'UNESCO du 17-10 de 2003 est de très grande importance pour des cultures d'essence orale. Quel constat peut-on faire pour la culture orale au Maroc? Et merci. C'est la question de M. Oulayeshi. Merci beaucoup. Alors, c'est une question évidemment qui concerne la Convention de 2003. Il n'est pas adressé à un intervenant en particulier. Il concerne le Maroc, précisément. Est-ce que parmi les intervenants, quelqu'un voudrait réagir par rapport à cette question? Sinon, je me permettrai de réagir très rapidement. Bon, je connais un peu le sujet, mais je dirais rapidement que, comme vous avez dit, M. Oulayeshi, c'est une convention de grande importance, en effet, pour la culture orale. Pour le Maroc, comme pour beaucoup d'autres pays, bien évidemment, cette convention offre un cadre de travail. Il n'y avait pas de cadre de travail jusqu'à il y a 20 ans. Maintenant, on a un cadre de travail dans lequel on peut inventorier les cultures orales et travailler à sauvegarder ce que les communautés détentrices souhaitent préserver pour les générations futures. Et pour cela, il y a beaucoup d'outils et beaucoup de procédures qui sont offertes dans le cadre de cette convention qui permettent de passer d'une transmission non formelle à une transmission formelle. Et c'est ce qui est expérimenté un peu partout dans le monde aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que la transmission non formelle telle qu'elle se pratiquait un peu sur le tas est en train de s'essouffler. Donc la seule solution, c'est de passer à des cadres un peu plus formels pour transmettre. Et évidemment, c'est un travail qui interroge aussi les élus, dont M. Moulay Abdallah Alaoui a parlé tout à l'heure, et qui interroge l'ensemble des composantes de la société pour mettre en place des stratégies, des procédures, des financements aussi pour sauvegarder ce que les gens souhaitent, ce que les praticiens souhaitent garder et transmettre aux générations futures. Donc voilà ce que je peux vous dire très brièvement sur cette question. Je vois Laurier qui souhaite intervenir, et ce sera peut-être la dernière intervention parce que nous devons passer à la clôture. Laurier, qui a la parole. Tu n'as pas activé le micro, pardon. Ah, OK, pardon. Oui. Alors, merci. Non, je voulais, juste pour ajouter à ce que tu as dit, et puis pour rebondir un peu sur ce que disait Naïma, je crois qu'il y a dans la Convention de 2003, justement, les éléments, ou la plupart des éléments qu'il faut pour tenir compte de ce patrimoine immatériel, de son aspect intrinsèque, de le conserver, de le sauvegarder pour ce qu'il est. Et je crois que ça pourrait être peut-être une des recommandations qu'on pourrait faire, c'est que les gestionnaires et les décideurs qui sont responsables des sites du patrimoine mondial tiennent davantage compte de cette convention. Je sais qu'il y a une charte sur le patrimoine culturel immatériel qui est en élaboration par un comité là, de l'UNESCO, de l'ICOMOS, pardon. Donc, je pense qu'il faudrait fortement encourager les gestionnaires de tenir compte de ces éléments qui permettent de préserver les éléments fondamentaux de ce patrimoine et de ne pas laisser les gestionnaires séduits par des modèles économiques d'exploitation outrancière des sites
pour augmenter les revenus et qui finissent toujours par être un peu contre-productifs parce qu'on détruit la valeur immatérielle même du site qui attire les gens. Et puis, ce qui se passe, c'est que on a constaté la même chose à Québec, hein, avec l'augmentation du tourisme. Les artisans n'ont plus les moyens de se loger au centre-ville et quittent. Donc, il y a un abandon finalement des habitants. Et là, on vide finalement le quartier historique de son essence même. Hein. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurier. Je pense qu'on arrive à la fin. Je vois une question de Zoher Chapa. Merci beaucoup pour votre question. Bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas de temps pour répondre à la question, mais je connais Zoher, je peux rester en contact pour apporter, ce qu'il est doctorant, pour apporter une réponse éventuellement à cette question en dehors de ce cadre. On s'achemine maintenant vers la fin. Je vous remercie infiniment, les intervenants, les collègues qui ont assisté à ce webinaire. Je remercie les organisateurs, nos collègues sud-coréens qui nous ont aidés sur le plan technique pour la réussite de ce webinaire. J'espère qu'une suite sera donnée aux idées qui ont été évoquées ici pour alimenter ce qui va partir pour la célébration du 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial. Et avant de terminer, je donne la parole à Loubna pour annoncer les rendez-vous futurs de notre thème 9 jusqu'à la fin de ce mois. Alors, nous vous invitons à suivre les prochains événements du thème 9 de l'initiative Our World Heritage. Alors, le 23 septembre à 13h GMT, il y aura la session 4, Heritage Sites, Diverse, Plural and Dissonant Memories. Et le 28 septembre, il y aura la session 5, Ingenious Knowledge Practices. Et le 30 septembre, ça sera la session de clôture avec le Memory for the Future. Et pareil que ce webinaire, il faudra s'inscrire pour pouvoir s'enregistrer sur le site de l'initiative pour pouvoir participer. Et merci. Merci beaucoup, Loubna. Je voulais remercier particulièrement Jean-Louis Luxon qui a qui a assisté à cette, je ne sais pas s'il est toujours là, mais en tout cas, j'ai vu un commentaire qu'il a envoyé tout à l'heure, qui a assisté à ce webinaire. Je le remercie infiniment. Il a beaucoup aidé aussi pour la préparation du programme de ce webinaire. Donc voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie infiniment, toutes et tous, et on se donne rendez-vous dans les prochains rendez-vous, dans les prochaines activités de ce thème 9 jusqu'à la clôture le 30 septembre. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir.